Alors, chers auditeurs, je vous remercie d'être présents et d'être présents nombreux pour un grand regain blanc exceptionnel, voire même historique, car ce soir, nous accueillons Jared Taylor et Daniel Conversano, alors pour discuter d'un thème qui est la fabrique de l'opinion. Avant cela, je vais vous présenter notre invité d'outre-Atlantique, euh, parce que ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir une figure absolument majeure, même deux figures majeures, mais je vais commencer par Jared Taylor, figure majeure donc de la pensée dissidente contemporaine. Jared Taylor, donc, vous êtes le fondateur et président d'American Renaissance. Vous êtes une référence intellectuelle du mouvement pour les intérêts euh, euro-américains depuis plus de 30 ans maintenant. Et vous êtes à la fois essayiste, éditeur, conférencier d'une renommée internationale. Et sauf erreur de ma part, votre ouvrage le plus connu, je crois, alors vous me corrigerez si je fais erreur, est White Identity, qui a marqué des générations de lecteurs par sa clarté, sa rigueur et puis son courage intellectuel. Euh, je rappelle que vous avez accepté, il y a plusieurs mois maintenant, d'écrire la préface de mon propre livre Légitime Préférence. Et c'est un geste qui m'avait profondément touché, donc je vous renouvelle ma gratitude. Vous êtes connu pour être un débatteur à la fois calme, courtois, mais implacable dans le raisonnement et toujours maître de ses émotions. Vous êtes un peu l'exemple même de l'intellectuel qui refuse de céder à la haine tout en refusant de céder aussi sur la vérité. Donc ceux qui ne vous connaissent que par les caricatures médiatiques vont découvrir ce soir un homme d'une toute autre trempe. Bienvenue dans Le Regain Blanc. C'est un vrai privilège de vous avoir avec nous ce soir. Première question, comment allez-vous, cher Jared? Merci beaucoup pour cette introduction extrêmement chaleureuse et gentille. Et j'espérais d'être à l'auteur de cette introduction. Bien sûr, quand je m'exprime en langue française, c'est un petit peu plus difficile pour moi. Je vais faire un effort pour ne pas décevoir nos auditeurs francophones. Mais je vais très très bien et je suis honoré et tout à fait enchanté d'être invité, de vous rejoindre dans cette conversation. Surtout parce que ça sera la première fois que je serai face à face, enfin par l'intermédiaire de l'internet, avec Monsieur Conversano, pour lequel j'ai une très grande admiration. Écoutez, je vous remercie. Alors, je présente Daniel rapidement, qui est également éditeur, conférencier, youtubeur. Enfin, tu as de multiples casquettes, Daniel. Idéologue, souvent tu te présentes comme idéologue. Et tu es, en France en tout cas, le pourfendeur de la névrose, de la morosité antiraciste. Et tu es un des premiers à avoir apporté le thème du réalisme racial dans le milieu jadis de la dissidence et aujourd'hui de la résistance. Daniel, bienvenue dans le grand regain blanc. Est-ce que j'ai oublié des choses à dire sur toi? Ah mais non, mais c'est déjà très bien, c'est déjà très complet. Merci pour cette présentation, puis merci d'avoir créé l'occasion de la rencontre et du dialogue avec Jared. Ça va être très intéressant ce soir, d'autant que Jared Taylor a la chance de vivre aux États-Unis et il se passe pas mal de choses en ce moment du côté américain, probablement plus que chez nous. On lui dira d'ailleurs au cours de l'émission, mais on est un petit peu jaloux. On est un petit peu jaloux de la dynamique de la droite américaine. Donc ça va être vraiment très intéressant. Et puis évidemment, j'ai beaucoup d'admiration pour Jared Taylor également. C'est un privilège. On va passer un très bon moment. Alors, j'en doute pas. Évidemment, pour le fonctionnement de l'émission, alors je salue tous les auditeurs, bien sûr. Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir. Et j'espère qu'on va passer un grand et un bon moment ensemble. Pour le fonctionnement de l'émission de ce soir, évidemment, Daniel pourra poser lui aussi des questions à Jared Taylor, bien évidemment. D'ailleurs, je lui remercie de m'avoir rappelé le bouillonnement de l'actualité américaine en ce moment, puisque je pense que c'est important quand même de commencer l'émission par les nouvelles de nos cousins d'Amérique. Surtout que là, le 28 novembre dernier, le président Trump a annoncé, après l'attentat contre un membre de la garde nationale près de la Maison-Blanche, qu'il allait suspendre définitivement
toute immigration provenant des pays du tiers-monde. Alors, comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle, Jared? Moi, je suis à la fois étonné et très heureux. Et il y a quand même une petite difficulté dans la mesure où, en principe, la politique d'immigration pour les États-Unis est établie par le Congrès. Et ce n'est pas quelque chose que normalement se fait unilatéralement par le président des États-Unis. Mais comme vous devez savoir, le président Trump, il a quand même l'habitude de faire unilatéralement toutes sortes de choses. Et peut-être ça reviendra à la Cour suprême finalement pour trancher sur cette question. Mais l'idée de limiter définitivement toute l'immigration du tiers-monde, ça, c'est quelque chose que j'avais lutté pour accomplir, enfin lutté pour persuader de la nécessité de cette pratique pendant 35 ans. Et bien sûr, probablement, Donald Trump n'a jamais entendu parler de moi. Mais pour moi, c'est vraiment, je m'extasie du fait que le président aurait pu parler si franchement de ce qui est nécessaire pour les États-Unis. Et je crois que je ne sais pas à quel point les dirigeants européens considèrent ça comme ingérence insupportable dans leurs propres affaires, mais il a dit en même temps que l'immigration massive du tiers-monde, effectivement, pour l'Europe, c'est une menace terrible. Et je crois que c'est quelque chose qui a vraiment, c'est sans précédent qu'il y a un dirigeant, enfin depuis 50 ans, 60 ans, peut-être même plus, qu'un dirigeant majeur d'un État, euh, enfin soi-disant blanc, a pris le parole pour dire non, on va stopper l'immigration du tiers-monde. Effectivement, il va faire une marche en arrière pour rétablir la politique d'immigration qui avait été, qui en avait été aux États-Unis depuis l'origine du pays jusqu'à 1965, qui était une politique euh, qui était établie directement avec le but de maintenir une majorité blanche. Il aurait pu dire, bon, plus d'immigration des pays non blancs. Il n'a pas dit ça, mais effectivement, c'est la même chose. Ouais, si tu me permets, Tim, j'ai une question à poser directement à Jared Taylor. Moi, J'ai- 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 J'avais juste une remarque, je suis désolé, mon micro a bugué, je voulais te donner la parole juste après, mais j'ai été surpris que vous disiez que le président Trump n'ait jamais entendu parler de vous, parce que j'étais persuadé qu'au rythme où les choses évoluaient, vous alliez finir dans le cercle des, peut-être même des conseillers, c'est dire ma naïveté, mais des conseillers de Trump. Mais je te donne la parole, Daniel, désolé, je t'ai coupé la parole, mais j'ai eu un petit souci de micro, vas-y, vas-y. Non, non, aucun problème. En fait, ce que j'allais dire, c'est que on a l'impression qu'il y a un revirement du côté de l'administration Trump, parce qu'au début du mandat, je pense notamment en décembre 2024 et puis en fait en janvier-février, il y avait eu cette histoire des visas H1B, je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'Indiens devaient venir aux États-Unis. Et beaucoup de nationalistes, justement, ont crié un peu à la trahison en disant mais finalement, à quoi ça sert d'avoir la droite au pouvoir pour avoir encore plus d'immigration. Et je me demandais si vous pensez, Jared, que c'est un réel changement d'opinion, si justement la pression de, on va dire, la droite Internet américaine a fonctionné, ou bien aussi on a la crainte, est-ce que c'est simplement un effet d'annonce? Est-ce que Trump pourrait ne pas faire ce qu'il prétend qu'il va faire? Avec Donald Trump, on ne sait jamais. Quelles sont ses convictions profondes? Moi, je ne peux rien dire à ce sujet-là. J'ai jamais parlé avec lui. J'ai pas de tuyau spécial pour connaître son esprit. Il a fait beaucoup de virements dans sa vie. Il a supporté des démocrates pendant une période. Euh, euh, il a obligé tous les pays étrangers de payer de grands tarifs, des droits de douane. Ensuite, il a baissé ça. On ne sait jamais s'il va persister dans ce point de vue sur l'immigration. Mais une fois avoir dit quelque chose de si dissident, point de vue du média et de la classe politique américaine, une fois avoir dit quelque chose de si profond, de si tranchant, je crois qu'il ne peut pas faire un revirement sans laisser quand même une impression qui va persister dans les esprits des Américains.
Mais on ne sait jamais quelles sont ses convictions, quelles sont ses croyances. C'est un homme qui change tout le temps. Mais là, il a pris une position et je crois que pour lui, il sera très difficile de rebrousser chemin. Alors, comme vous dites, là, il a fait quelque chose. En général, on n'en revient jamais. C'est un aller sans retour quand on fait des déclarations comme Oui. ça, normalement. Mais là, récemment, on a vu le département d'État dire même qu'il s'inquiétait au plus haut point des politiques de substitution de population menées en Europe, qu'il allait documenter comment dire, le niveau de criminalité chaque mois pour les différents pays d'Europe de l'Ouest et demander des rapports aux ambassadeurs afin de faire pression sur les pays d'Europe qui sont complices de l'invasion en cours. Alors quand j'ai vu ça, j'ai été stupéfait. Je me suis dit, mais là, on est en train de changer d'air. Je ne sais pas comment vous l'avez reçu, Daniel, toi, si tu as vu cette déclaration du département d'État, mais moi, j'ai eu l'impression que, en plus haut lieu, les Américains s'inquiètent réellement du fait que le tiers-monde puisse finalement faire avec les États ce qui se passe avec les grandes villes. C'est-à-dire qu'on voit des musulmans du tiers-monde prendre les plus grandes villes, ou en tout cas des grandes villes d'Europe, et on se dit, mais est-ce qu'ils vont pas finir par prendre le contrôle de certains pays d'Europe de l'Ouest? Alors, est-ce que c'est ce qui a pu inquiéter le département d'État? Est-ce que c'est ça qui les motive? En tout cas, j'ai été stupéfait. Quelle est votre réaction, Jared Taylor? Moi, j'étais stupéfait aussi. Ainsi que le premier voyage du vice-président quand il est arrivé en Europe. Son premier discours, c'était pour dire, voilà, il y a un nouveau shérif en ville, c'est un peu arrogant quand même. Nous, on est le shérif, tout le monde va nous obéir. Mais il a dit, pour vous, votre plus grande menace, c'est à l'intérieur de vos États. Et c'est le fait de ne pas pouvoir résister contre l'immigration de masse. Et à vrai dire, c'est pas vraiment ce que font les diplomates normalement. Mais nous vivons des temps tout à fait anormaux avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Et j'espère que ces propos du président des États-Unis vont donner un peu de courage aux dirigeants européens. Tout le monde sait déjà qu'il y a des dirigeants des pays de l'Est qui prennent des positions assez fortes contre l'immigration de masse. Mais les pays occidentaux, je ne sais pas à quel point la pression de Donald Trump va peser sur les déclarations des dirigeants européens. Euh, Aussi, il y a toujours le problème, c'est le cours international, enfin, le cours européen de justice, je ne sais pas exactement comment ça s'est dit, mais qui oblige tous les pays européens d'accepter des réfugiés, des soi-disant réfugiés, le droit d'un non-refoulement, etc. Et en Europe, je crains qu'avec l'Union européenne et les cours, il y a une approche plutôt juridique à ces questions. Est-ce qu'on a le droit vraiment de le faire? Pourtant, par contre, Donald Trump, il s'en fiche. Même si je n'ai pas le droit de le faire, je vais le faire. Et c'est cette compulsion, cette confiance, cette attitude vers le pouvoir de l'exécutif des États-Unis qui lui permet de faire ce genre de déclaration et de euh, trancher sur les aspects de la politique américaine qui sont normalement réservés au Congrès et aux cours. Mais j'espère qu'il va encourager les dirigeants européens de suivre ces pas de la même manière. Mais j'étais absolument stupéfait, exactement comme vous. C'est quelque chose pour lequel, si j'étais un homme qui prie, je pourrais dire que j'aurais prié pendant 35 ans pour une déclaration pareille. Et voilà, non, ça change tout. Daniel, ta réaction, je ne sais pas si tu as vu passer ce post sur X du département d'État, mais Oui. je pense que Oui, bien oui. sûr, j'en ai parlé hier d'ailleurs dans une émission. Il y a plusieurs choses. La première, c'est que, en fait, ce que je trouve admirable, c'est que Trump nous redonne de l'espoir
dans le pouvoir de la politique. Parce qu'en fait, en tout cas en Europe, on a cette sensation que même lorsque le président ou le parti que l'on désire voir arriver au pouvoir y parvient, on a l'impression que rien n'est possible. Voilà. Et Trump nous donne une sensation inverse qui rappelle un peu la politique à l'ancienne. Et on a le sentiment que les choses peuvent enfin avancer. Alors on va voir, hein, là c'est le début de son mandat, mais il est parti sur des bases énormes. Et deux autres choses, c'est que il faut aussi rappeler et peut-être apprendre à nos auditeurs qui n'habitent pas forcément en France ou en Europe, que le nombre de non-européens, notamment, je vais prendre l'exemple de la France, il est considérable. Et je ne sais pas si ce chiffre est connu aux États-Unis, mais alors à titre d'exemple, on a un essayiste français qui s'appelle Laurent Berton, qui a écrit dans un de ses livres, à la suite d'un certain nombre de recherches, qu'il y aurait 15 à 20 millions de non-blancs, d'arabo-musulmans et d'Africains en France, dont énormément sont musulmans. Donc, il y a aussi cette crainte des Américains qui est tout à fait légitime, parce que là, on parle de non-blancs qui ont la nationalité française. En fait, ces gens peuvent, via des visas touristiques ou des visas de travail, peuvent s'installer aux États-Unis. Et il y a cette crainte, en fait, d'une contamination du côté des États-Unis, d'étrangers, voilà, qui ont la nationalité de pays européens comme l'Allemagne, comme la France ou comme l'Angleterre. Et donc, c'est aussi une façon de se protéger. Hein. C'est pas seulement une position de principe. Et puis, la dernière chose, ce qui va être intéressant, c'est de voir si il n'y a pas une alliance, on va dire, qui peut se créer entre la droite américaine et un certain nombre de pays d'Europe de l'Est. Parce que je prends l'exemple de la Pologne. La Pologne est un pays qui a de plus en plus de poids économique en Europe. C'est sérieux, hein. C'est un pays qui, une fois sorti du communisme, a vraiment fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, la Pologne est un pays qu'on peut considérer comme un pays riche, ce qui est très nouveau, hein, pour cette population. Et il n'est pas du tout exclu que la Pologne, tout en restant dans l'Union européenne, essaye de créer des liens privilégiés avec les États-Unis au nom d'une union conservatrice, je dirais. Avec cette idée en tête, c'est-à-dire si Bruxelles nous coupe les fonds, ce que Bruxelles fait concrètement, hein, l'Union européenne coupe les fonds, ce qu'il appelle les subsides, les subventions allouées à certains pays, quand ces pays, par exemple, refusent les migrants ou certaines lois sur le droit des homosexuels, etc. La Pologne peut dire oui, c'est pas grave, nous paierons les amendes, nous resterons dans l'Union européenne par principe, parce que voilà, on va créer ces liens privilégiés avec une Amérique qui a une vision civilisationnelle de ce qu'est être européen. Voilà. À voir. Tout ça est à voir. Oui, il y a cette perspective. Alors, si jamais ça se faisait, évidemment, on serait dans une sorte de carré d'as. On aurait le sentiment de vivre quelque chose d'irréversible cette fois. Et c'est sans doute ce qu'il faut pour que les choses deviennent irréversibles. Mais alors, si je ne m'abuse, j'ai l'impression, je me tourne vers Jared Taylor, mais malgré cette victoire politique qui nous semble spectaculaire, on espère qu'elle va être irréversible et durable. On voit quand même que les grands médias américains présentent encore ces mesures comme racistes ou extrémistes. Alors, vous me direz si je me trompe, mais il y a beaucoup de médias américains qui les présentent comme contraires aux valeurs américaines. Est-ce qu'on n'a pas là une preuve ou un indice que les mécanismes de fabrication de l'opinion, comme disait Noam Chomsky en 88, sont toujours actifs. Alors pas dans le sens où Chomsky le disait, parce que lui il pensait que les médias étaient résolument de droite, même qui produisaient du racisme. On va voir qu'on en est très loin. Mais est-ce que ou quand même les médias sont pas en train de continuer à jouer leur carte, produire de l'opinion antiraciste aux États-Unis? Oui, là, il n'y a aucun doute. Les grands médias sont tout à fait contre, tout à fait horrifiés. Nous sommes stupéfaits d'une manière joyeuse, mais pour le grand média aux États-Unis, pour eux, comme vous dites, c'est le racisme pur. Mais d'abord, j'aimerais répondre à une idée qu'avait lancée M. Conversano. C'est l'idée que Donald Trump pourrait avoir une union un peu spéciale avec un pays comme la Pologne. Peut-être pour payer les amendes pour les Polonais s'ils refusent d'accepter des immigrants.
Ça, c'est une curiosité chez Donald Trump. Il a certaines idées qui viennent de ses instincts, mais il est aussi très radin. Je crois qu'il ne serait pas quelqu'un qui paierait les amendes, qui subventionnerait, la Pologne d'une manière, financière. C'est pas dans son esprit. Et c'est comme quand il faisait des tarifs. Quant à moi, pour moi, l'Europe, c'est spécial. L'Europe, c'est nos cousins. Et donc, si on applique des tarifs, des droits de douane sur les pays de l'Asie du Sud-Est, peut-être des pays de l'Afrique, ou des pays latino-américains, ça va. Mais pour moi, on a une complaisance avec l'Europe. L'Europe, c'est notre famille. On traite d'une manière différente. Pour Donald Trump, pas du tout, pas du tout. S'il va trouver un meilleur deal avec les Turcs, par exemple, il laisserait tomber des Européens. Donc, je ne crois pas que d'un point de vue financier, il soutiendrait un pays de l'Union européenne qui était un peu hors la loi. Mais pour revenir à cette question de la fabrication de l'opinion, il est absolument indiscutable que les grands médias aux États-Unis sont foncièrement antiracistes et ils le sont depuis, moi je dirais 50, 60 ans. On a eu cette tendance et ça, c'est vraiment une très, très grande question. Pourquoi? Depuis, le dernier moitié du XXe siècle, pourquoi les médias et les universités, les églises, vraiment toutes les institutions des États-Unis sont tournées vers la gauche, surtout en ce qui concerne le racisme ou ce qu'ils appellent l'antiracisme. Ça, c'est une question vraiment énorme. Et je ne crois pas qu'il y a vraiment de bonnes réponses. On peut essayer de répondre d'une certaine manière. Est-ce que ça fait partie de la nature des Blancs d'être un peu trop facile à manipuler, trop sympathique avec les souffrances des autres? D'où est-ce que c'est le chrétianisme qui leur fait ouvrir les portes pour les gens de venir? Il y a toute manière de s'approcher de cette question, mais il n'y a aucun doute, heu, c'est ça, c'est un grand problème des États-Unis chez les Américains et je crois que chez nous, c'est encore pire que chez les Européens en Europe parce que nous avons cette histoire d'esclavage, de ségrégation. Il y avait, cette période de lynchage des Noirs. Tout ça, ça nous rend plus aptes à être manipulés et en revanche, quand je regarde ce qui est arrivé en Europe, et j'ai l'impression que maintenant les Européens ont une sens de culpabilité en tant qu'Européens ou en tant que Blancs, qui est aussi profonde que, ce qu'on trouve aux États-Unis. D'où est venu tout ça? Est-ce que c'est venu des États-Unis? Est-ce que c'est la puissance des médias? Est-ce que c'est la puissance de la culture américaine qui s'impose sur les Européens? Alors les Européens, bien sûr, il y avait leurs colonies, les empires, mais il y a des pays qui n'avaient aucun empire. Pourquoi la Suède? Zut, la Suisse, ces pays n'ont rien fait de méchant à l'égard des non-blancs, enfin à l'égard du tiers-monde, mais eux aussi, ils sont consommés par cette sens de culpabilité. D'où vient cette atmosphère qui a apparemment le pouvoir d'obliger les blancs du monde entier de s'effacer devant le grand remplacement? Parce que c'est une question énorme et moi j'aimerais savoir, connaître ce que pensent les autres dans cette conversation. Bah, si vous permettez, je vais doubler un petit peu la question que vous posez, Jared, parce que je regardais aujourd'hui un documentaire sur la pensée qu'on appelle néo-réactionnaire aux États-Unis. Et l'idée, c'était que justement, les idées sont comparables à des virus. Que les idées se comportent un petit peu comme des virus qui infectent les cerveaux et puis qui cherchent ensuite à se reproduire. Donc, moi, la question que je voulais poser par-dessus votre question, Jared Taylor, c'est est-ce que ce sont les médias qui fabriquent, en partie, hein, pas seulement les médias, mais est-ce que les médias contribuent à fabriquer de l'opinion, ou bien est-ce qu'il y a des virus idéologiques comme ça qui se baladent dans la nature et
Bah, effectivement, est-ce que les blancs sont plus particulièrement sensibles à ce type de virus qui est ce qu'on appelle l'altruisme pathologique? Bah, du coup, bah, il reste toi, Daniel, tu vas répondre à cette question et la solutionner définitivement. Ah ben dis donc, sacrée pression. Sacrée pression. Non, non, vraiment, je pense que si Jared, toi ou moi, on avait une réponse à cette question, en fait, ce serait une solution miracle, en fait. Hein. C'est la clé qui déverrouille tout le système. Une empathie maladive, une incapacité à se préférer soi-même. Hein. Je fais référence d'ailleurs à ton livre Légitime préférence. Mais moi, simplement, ce que j'allais dire, c'est, j'allais pas entrer dans l'analyse, parce qu'encore une fois, si je comprenais le phénomène et si je savais comment l'enrayer, ben en fait, on serait sauvé. Je pense que ça répond à des logiques complexes. Je pense que vraiment, en tout cas en Europe, la guerre 39-45 a traumatisé des générations entières et que ce traumatisme des millions de morts s'est transmis, non pas génétiquement, mais on va dire par la parole, par les films. Combien de films ont été réalisés sur la période 39-45 en montrant finalement que avec cette idée que les hommes sont fous. Voilà, quand on laisse les hommes exprimer leur colère, forcément ils vont trop loin. Et donc en fait, toute colère aujourd'hui est assimilée à quelque chose de vicieux, à quelque chose de malsain. Or, je pense, comme la plupart de nos auditeurs aujourd'hui, qu'il y a des colères qui sont saines. Un homme doit parfois se mettre en colère quand il fait face à une injustice. Et donc, oui, on est comme désarmé moralement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a constaté depuis des décennies. Mais moi, j'ai quand même le sentiment que, à travers les nouvelles générations, ce qu'ils publient sur Internet, disons-le, il n'y a pas d'autre mot hein, pour le dire, le racisme décomplexé qu'on peut voir dans certaines publications, notamment qui viennent de comptes outre-Atlantique. Moi, j'ai l'impression que tout doucement, cette emprise morale de la gauche est en train de s'éroder. Voilà. Alors, je donnerai un petit exemple. Alors, c'est qu'un exemple, hein, mais ça m'a étonné. Il y a une actrice américaine très connue qui s'appelle Jennifer Lawrence, qui, comme beaucoup d'actrices, est une actrice et de gauche, hein, et l'assume complètement. Donc, pendant des années, elle a milité contre Donald Trump, elle a milité contre la droite, elle a donné des avis politiques. Et donc, récemment, on lui a reposé les questions, parce que les journalistes également sont majoritairement de gauche. Donc, on lui a demandé qu'est-ce que vous pensez de la politique de Donald Trump, Elon Musk, bref, de ce renouveau comme ça de la droite. Et elle a dit, je vais vous avouer quelque chose. Je ne donnerai plus mon avis politique parce qu'en réalité, je pense que les gens se fichent de nos avis. Voilà, elle a dit ça, je paraphrase, hein, elle a dit je pense que les gens se fichent de ce que les artistes ont à dire, on n'est pas écouté, donc j'ai l'impression qu'on n'a pas de pouvoir sur ces choses-là. Donc elle reste de gauche, mais elle a exprimé une impuissance. Et en tout cas, j'ai l'impression qu'en ce moment, alors Jared Taylor nous le confirmera ou pas, que la gauche américaine est dans une sorte de sidération. Parce que ce qui me surprend, c'est que je vois très peu la gauche réagir. Déjà, j'ai été étonné que l'après-Biden n'ait pas été davantage préparé par le camp démocrate. Voilà, la candidature Kamala Harris était complètement ratée. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, ils ne trouvent pas la ressource pour répondre à ce dynamisme. En fait, on sent un dynamisme dans la droite américaine avec cette alliance entre les conservateurs et, je dirais, ce qu'on pourrait appeler la droite prométhéenne de la Silicon Valley américaine qui, peu à peu, a basculé vers la droite. Et tout ça fait que je suis plutôt confiant pour l'avenir des États-Unis dans les 10-15 ans qui viennent. Après, ne sait-on jamais, hein, la gauche peut renaître de ses cendres. Oui, je crois que vous avez Jared oui, vous Taylor, avez quel est votre sentiment à ce sujet? oui, vous avez tout à fait raison. Il y a on a le vent, dans le poupe, c'est ça, c'est l'expression française? Oui, il y a sans doute que surtout c'est les jeunes et aussi sur les gens qui sont sur l'internet. Il y a une bascule, un basculement assez considérable vers des idées identitaires. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant pendant les 35 ans de mon militantisme, si vous voulez, et ça m'encourage vraiment, vraiment. Et je crois que ça vient du fait que les grands médias, ils ont toujours une très grande influence, bien sûr. Mais à la fois, il y a peut-être à peu près la moitié d'Américains qui reçoivent leurs renseignements, les nouvelles à travers des réseaux sociaux. Et pour les jeunes, c'est encore plus fort.
Et dans les réseaux sociaux, on n'est pas limité aux grandes chaînes de télévision, on n'est pas limité au Wall Street Journal, New York Times, etc. Et sur X, surtout, on a vraiment une grande liberté de parole. Et même Facebook et les autres, après l'élection de Donald Trump, la censure a beaucoup baissé. Mais, Monsieur Conversano, vous avez parlé de l'Amérique du 10 à 15 ans à venir. Ma grande peur, ma grande crainte à ce moment-là, c'est ce que parce que Donald Trump, il a fait tellement de bonnes choses, mais en même temps, il est d'une personnalité grossière, il faut le dire. Il a il a raconté toutes sortes de bêtises sur l'Islande, sur le Canada, on va annexer le Canada. Il a vraiment enfoncé, ses amis et aussi à la fois, les Européens, sa manière de parler. Je crains qu'il est tout à fait possible, d'ici 3 ans, pour la prochaine élection présidentielle, on aura, un président démocrate. Et parce que Donald Trump a accompli pratiquement tout ce qu'il a fait. C'est pas par la législation. Il n'a pas accompli beaucoup au point de vue du Congrès. Parce que ce sont des executive orders, ce sont des ordonnances du président. C'est par le biais de cette manière d'agir qu'il a accompli tout ce qu'il a accompli. Ça aurait pu être totalement renversé par un président démocrate. Il est possible que nous vivons dans une période, tout à fait hors du commun et on peut revenir à l'approche démocrate, c'est tout à fait possible, en dépit du fait que, comme vous dites, effectivement, la gauche a l'air déroutée. Et je crois que c'est parce que même les gauchistes, même les démocrates se rendent compte que ce qu'ils disent sur l'immigration, sur les problèmes sociaux, sur la crime, sur les différences d'accomplissement des races différentes, tout ça, c'est le même baratin depuis des décennies et des décennies et des décennies et rien ne s'améliore. Je crois d'un certain point de vue, eux-mêmes, ils ont une réalisation que que leur manière de voir ce qui se passe aux États-Unis ou se passe dans le monde, se passe socialement, ça ne marche pas. Mais tout de même, il y a une extrêmement profonde résistance contre Donald Trump, aussi par sa personnalité. C'est pas seulement ses politiques, mais par sa personnalité. Et il ne faut pas oublier que l'élection de Donald Trump aurait pu être décidée dans l'autre sens si seulement 2% des électeurs américains ont voté différemment dans les États qui étaient vraiment en jeu politiquement. Et pour la prochaine élection présidentielle, à cause de la mort de beaucoup de vieux blancs, l'électorat blanc aura baissé de 2%. Et c'est-à-dire que l'électorat non blanc aura augmenté de 2%. Ça fait une différence de 4%. On ne peut pas être du tout sûr que le républicain, probablement J.D. Vance, va remporter. Et, et c'est pour cette raison-là que quand M. Conversano a parlé du 10-15 ans à venir pour les États-Unis, peut-être la perspective le plus prudent, ça serait de limiter la perspective pour seulement aux 3 ans qui venir. Ça, c'est peut-être le point de vue pessimiste, mais c'est peut-être réaliste. Du coup, je voudrais enchaîner avec une question justement sur la production de l'opinion, dans la perspective où la démographie américaine va évoluer de la façon dont vous venez de le décrire, Jared Taylor. Euh, qui va être plutôt le plus gros producteur d'opinion dans les années à venir? Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux vont prendre le pas sur les médias mainstream, grâce notamment aux efforts de quelqu'un comme Elon Musk? Est-ce que le dépit dans les populations, la lassitude, la fatigue va gagner et les gens vont avoir une crise de confiance générale, notamment dans les médias? Je ne sais pas si la crise de confiance dans les médias est la même aux États-Unis qu'en France, mais en tout cas en France, elle est prononcée. Ou bien est-ce que
des gens. Alors, est-ce que certains influenceurs vont pouvoir jouer aussi leur partition, avoir leur part d'influence? Qui va être le plus influent dans les grandes élections à venir, selon vous? Qui va gagner la guerre des influences? Ça, c'est vraiment la grande question. Qui va gagner? Et peut-être, en Europe, c'est quelque chose qui n'a pas été remarqué, mais en 2017, je crois, il y avait une étude interne de Google qui a fait fuite et qui a été publiée sur le site Breitbart. Et c'était nommé The Good Censor, le bon censeur. Ça se dit en français, la censure d'un point de vue Oui, bénéfique, oui, le bon censeur. Et ils sont rendus. ça se Oui, dit. oui, voilà. Et l'auteur, la personne qui a écrit cette étude, en principe, c'est limité pour être lu par les gens de Google, mais ça fait fuite, mais pas vraiment remarqué d'une manière suffisante, il me semble. Mais l'idée, c'était que les réseaux sociaux ont tellement d'influence que si ils sont ensemble, s'ils sont d'accord, s'ils agissent d'une manière unie, eux, ils peuvent essentiellement contrôler l'avenir du monde. Et dans ce rapport, le Brexit et aussi la première élection de Donald Trump, voilà des deux choses qu'on aurait pu éviter si le bon censeur avait marché comme il a le pouvoir de marcher. Ça, et c'est quelque chose, comme je dis, c'était quelque chose qui aurait dû être, beaucoup plus, ah, enfin, on aurait dû faire beaucoup plus d'attention à ce point de vue, parce que c'est un point de vue qui existait assurément à l'époque et ça pourrait revenir. Alors, de certaine manière, ça, c'est une bonne chose, une mauvaise chose. S'il y a de la censure, alors le puissance des réseaux sociaux est tellement qu'on pourrait revenir dans le mauvais sens. S'il n'y a pas de censure, alors à ce point-là, comme vous avez remarqué avec X, et aussi, les autres réseaux sociaux ont fait moins de censure depuis, l'élection de Donald Trump pour le deuxième fois. Alors s'il y a moins de censure, il y a vraiment une possibilité que l'opinion publique sera vraiment transformée d'une manière saine de notre point de vue. Au moins, il y aura du choix. Mais pour moi, beaucoup tournent sur l'élection présidentielle en 1900, en 2028. Ça sera un énorme changement parce qu'ici, il y a les démocrates qui gagnent, juste comme les dirigeants des autres réseaux sociaux, après l'élection, ils ont décidé de censurer bien moins. Ça, c'était lié aux résultats politiques, d'une manière extrêmement lâche, je dirais. Pourquoi une élection changerait, leur manière de censurer? S'ils considèrent que ce qu'ils faisaient, c'était bien, les démocrates, pourquoi on ne faisait pas la même chose sous un régime républicain? Mais de toute manière, tout ça, ça pourrait changer immédiatement aussi, après une élection. Mais, ah, aussi d'une certaine manière, je crois que les idées identitaires, ils sont, ils ont pris une force qui est bien plus difficile de restreindre, bien plus difficile, d'exterminer les idées identitaires qu'avant. Ça va rester d'une manière ou autre. Peut-être l'avenir, ça sera plus difficile pour les identitaires, mais il y aura toujours une possibilité. Mais et peut-être je me répète d'une manière, qui devient ennuyeux, mais ce qui se produira en 2028, ça sera extrêmement important pour le monde entier. Je vous remercie, Jared. Alors, je vais me tourner vers Daniel pour une nouvelle question, mais est-ce que le rôle des influenceurs identitaires, finalement, dans cette guerre des influences, contre les médias notamment, dans cette fabrique de l'opinion, est-ce que c'est pas un rôle, alors peut-être mineur, je ne sais pas, mais faire en sorte que l'on puisse plus revenir en arrière à chaque avancée? Est-ce que ça serait pas ça le vrai rôle des influenceurs identitaires, d'être une sorte de cran de sûreté pour que lorsqu'on a fait un pas en avant, on puisse plus faire un pas en arrière? Et que malgré l'influence des médias, eh bien, tout recul devienne impossible. Je vous poserai également la même question ensuite à vous, Jared Taylor. Daniel.
Ben justement, pendant que j'écoutais Jared, je me posais cette question. Évidemment, l'avenir politique est incertain, surtout qu'aux États-Unis, il y a quand même cette. Moi, je trouve ça incroyable que tous les 4 ans, il faille réélire un président. 4 ans, c'est vraiment très court pour pouvoir changer la direction politique d'un pays. Et effectivement, hein, pour revenir un petit peu en arrière par rapport à ce qu'a dit Jared Taylor, c'est vrai que ce qui fait peur avec Donald Trump, en fait, c'est son caractère, hein. C'est-à-dire ses discours un peu de prédation sur le Groenland, sur le Canada. Ce sentiment, moi, ce qui me fait un peu peur chez Donald Trump, c'est qu'il ne prépare pas sa suite, qu'il oublie comme ça par orgueil qu'il est déjà âgé, qu'il ne pourra pas éternellement être le président, et donc effectivement ne pas préparer la suite de la droite américaine. Mais en fait, par rapport à ta question, Timothée, moi, ce que je me demande, c'est dans quelle mesure l'identitarisme blanc peut devenir transcourant. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut concevoir aux États-Unis, et ça, c'est une question que j'adresse directement à Jared Taylor parce qu'il connaît mieux le pays que nous, bien sûr, un phénomène un peu comme celui qu'on voit au Danemark, c'est-à-dire qu'au Danemark, il semble y avoir maintenant une unanimité du côté des politiques quant au fait que l'immigration doit être limitée au strict minimum. De sorte que on peut dire qu'au Danemark, l'identité a gagné. C'est-à-dire que la gauche ou la droite soit au pouvoir, sur le plan, on va dire, purement racialiste, en fait, les Danois sont contentés. Et donc, je me demande si la gauche est intelligente, la gauche américaine, est-ce qu'elle opérera cette mutation en conservant des discours, on va dire, plutôt socialistes, universalistes sur le plan des valeurs, on va dire, mais tout en ayant finalement une politique d'immigration plus raisonnable que celle qu'elle avait autrefois. En fait, il y a deux voies pour la gauche. Est-ce que la gauche va s'enfermer dans la folie et continuer de plus belle et devenir une extrême gauche assumée, ou bien est-ce qu'elle va battre la droite finalement en intégrant l'identitarisme à sa politique, tout en conservant, on va dire, ses valeurs relativistes, ses valeurs égalitaires, etc. Ah, excellente question. Je crois que la gauche aux États-Unis ah, est trop stupide pour absorber le moindre aspect de l'identitarisme. Je crois que pour la gauche, être antiraciste, c'est fondamental. Peut-être ils vont corriger un peu sur les transsexuels, les folies vraiment farfelues sur l'idée qu'un homme peut se déclarer femme et ensuite entrer dans les salles de bain pour les femmes. Tout ça, c'était quelque chose de rejeté. Les Américains rejettent ça, même les gens qui votent démocrate. Je crois que eux, à la gauche, on peut changer le cap un petit peu sur les aspects les plus extrêmes, mais l'antiracisme, c'est fondamental pour la gauche. Alors, la question sera si la gauche pourrait être battue par les républicains. Et comme vous savez très bien, le républicain traditionnel, il a une peur profonde d'être appelé raciste. Les républicains, avant l'arrivée de Donald Trump, ils faisaient tout pour ne pas être traités comme racistes. Je ne sais pas à quel point les républicains auront devenu capables de rejeter ce genre d'accusations et, et ne pas changer leur politique. Ça sera la grande lutte de l'avenir pour les États-Unis entre une gauche qui a peut-être appris quelques leçons de la défaite de Kamala Harris la dernière fois et aussi une partie républicain qui aura petit à petit quand même absorbé des idées identitaires. Le problème chez les républicains, c'est qu'avant l'arrivée de Donald Trump, ils ont fait un effort vraiment très, très fort pour expulser chaque républicain qui parlait d'une manière identitaire. À l'heure actuelle, aux États-Unis, il y a 10 000 personnes qui sont élues dans une poste. Enfin, là-dedans, il y a des postes dans une ville, dans un comté, dans un État, niveau fédéral. Il y a 10 000. Je ne connais pas un seul élu américain qui est
ouvertement identitaires. Probablement, il y en a qui sont en cachette, mais personne ne dirait alors les États-Unis doit être un pays pour les Blancs, où les Blancs, en tant que groupe, ont des droits qu'il faut absolument défendre. Cette personne n'existe pas. Et je ne sais pas, moi, je crois que les États-Unis est maintenant un pays où la possibilité de se faire élire au niveau d'une ville, au niveau peut-être d'un État, peut-être même au Congrès, l'État est propice, enfin, la situation est propice pour quelqu'un qui va se présenter d'une manière raisonnable en disant, nous, en tant que Blancs, nous avons des droits et il faut les défendre exactement comme font tous les gens d'autres races. Mais la possibilité de tout ça, c'est extrêmement difficile à prévenir. Et il ne faut pas oublier, maintenant aux États-Unis, les Blancs seront bientôt minoritaires. Et c'est fatal, c'est fatal. Même si l'immigration s'arrête demain, les taux de natalité chez les non-blancs, c'est bien plus élevé que le taux de natalité des blancs. Et en même temps, les blancs sont âgés. L'âge moyen des blancs, c'est bien plus élevé que les hispaniques, que les asiatiques, etc. De ce point de vue-là, exclusivement numérique, démographique, nous, en Amérique, nous sommes dans un état bien pire que vous en Europe. Vous m'avez dit que, alors en France, c'est quoi 10-15% de non-blancs en France? Chez nous, écoutez, c'est déjà 45, 46, bientôt 50%. Le grand remplacement est bien plus avancé aux États-Unis. Et en même temps, nous avons le premier amendement. On ne va pas en tôle pour avoir dire des choses qui sont vraiment bien des évidences. Mais euh, le dynamique est différent chez nous. Et ce qui se passe dans la Maison Blanche, c'est quelque chose de sans précédent. Et on va voir si ça peut continuer. Vous avez parlé de la façon de préparer l'avenir. Et je crois que chez les républicains, c'est plus ou moins entendu que J.D. Vance, ça sera le candidat aux prochaines élections. Mais on verra bien. Mais je vous remercie pour ces développements. Si je puis me permettre, peut-être un essai de réponse concernant quelque chose dont il était question tout à l'heure, à savoir pourquoi les Blancs mettent l'antiracisme aussi haut comme valeur, qui semble indémodable, indétrônable. Mais est-ce que ça n'est pas aussi parce que les Blancs se servent de l'antiracisme comme stratégie pour rester entre Blancs? Parce qu'il y a beaucoup de gauchistes, vous savez, qui professent l'antiracisme sans le pratiquer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le langage ne sert plus à échanger des informations, mais essentiellement à masquer des intentions. Et donc, on retrouve dans tous les pays des gauchistes blancs à la fois intelligents et qui ont des postes socialement élevés, qui professent l'antiracisme et qui ne le pratiquent soigneusement pas. Mais est-ce que ça ne serait pas tout simplement parce que l'antiracisme est le moyen de rester entre blancs? Est-ce que c'est pas ça justement le code, le sésame, le mot magique? En d'autres termes, le racisme, plus on en parle, peut-être que moins on le vit, et plus on professe l'antiracisme, plus on a de temps pour continuer de vivre entre blancs. C'est une idée qui circule, évidemment, je ne suis pas le premier à tomber dessus, mais c'est une supposition qui devient de plus en plus, ou une explication peut-être, je ne sais pas, qui devient de plus en plus tentante. Mais bon, je voudrais avancer un petit peu dans le débat. Vous pourrez évidemment réagir à cette idée si vous le souhaitez, mais je voudrais vous reposer une question précédente, parce que je m'avise que j'ai pas eu ma réponse. Je vais la reformuler, je vais la poser autrement. Vous êtes tous les deux des influenceurs et des producteurs d'idées. Donc vous vous sentez, j'imagine, une certaine responsabilité vis-à-vis de la situation et de son avancée, de son évolution. Mais est-ce que vous pensez vraiment avoir un réel pouvoir sur les idées en circulation? Et si oui, quelle part exactement? Alors je me tourne vers toi, Daniel.
Oui, comment dirais-je, c'est difficile à estimer parce que est-ce qu'on est bon juge de soi? C'est toujours compliqué. Euh, En fait, ce dont tu parles, au fond, je te vois un peu venir, c'est la question de l'emprisonnement dans les algorithmes. Oui, je crois que c'est une réalité. C'est ça. Ouais, en effet, je crois que c'est une réalité qui est difficilement dépassable. C'est-à-dire que, bon, je vais donner mon exemple. Je produis des vidéos sur YouTube. Bon, malheureusement, notre ami Jared Taylor est banni de YouTube. Mais peu importe la plateforme sur laquelle on le fait, ben, sur YouTube, les gens qui vont cliquer sur mes vidéos auront tendanciellement auront tendance à être des gens de droite parce que le titre de la vidéo, le simple fait que ce soit moi qui la produise et qu'il y ait mon nom dans la description, etc., fait que la vidéo va être suggérée à un public, on va dire, au moins qui est capable d'écouter, on va dire, mes idées sans en être révolté. Et c'est vrai que la proportion de gens qui semblent en désaccord et qui évoluent en écoutant ce que je vais dire ou ce que d'autres vont dire, elle semble réduite. En fait, la raison pour laquelle on ne peut pas répondre à ta question, je crois, c'est qu'en fait, on n'a pas de moyen de monitorer cette chose-là. On n'a pas exactement les moyens de savoir dans quelle mesure. Alors, je vais donner un autre exemple. Je suis suivi sur Twitter par des personnalités politiques françaises de droite. Euh, dans quelle mesure ces gens regardent mes vidéos, regardent les vidéos des invités qui sont les miens, dans quelle mesure sont-ils d'accord avec ce qu'on dit, c'est-à-dire l'idée qu'il faut muscler un peu le nationalisme civique en introduisant on va dire, de l'identité, de l'identitarisme assumé, ou bien est-ce que simplement ils nous suivent comme ça de loin et tout ça meurt un petit peu dans le néant d'Internet. Très franchement et en toute modestie, j'en ai aucune idée. La seule chose que je peux constater, et je me répète par rapport à ce que j'ai dit il y a 20 minutes, c'est que il y a plus en proportion de jeunes hommes et de jeunes femmes qui pensent à droite, on va dire aujourd'hui, qu'à l'époque où j'avais 18 ans. Voilà. Ça, c'est une réalité sociologique qu'on retrouve dans les sondages. Voilà. D'ailleurs, récemment, il y a eu un sondage là, pour l'élection présidentielle française à venir, dans 2 ans. Et je crois que plus de 30 ou 35% de la jeunesse des 18-25 s'apprête à voter pour le Rassemblement national. Bon, ben ça, c'est nouveau. Pourtant, je ne suis pas bien vieux, hein, je n'ai pas encore 40 ans, mais quand j'avais 20 ans, euh, euh, trouver quelqu'un de mon âge qui votait Front National, mais c'était un exploit, c'était un miracle, et plus encore qu'il ne le disait. Donc, alors, toute la question est de savoir si les gens vont vers l'identité blanche parce qu'ils en ont assez ou parce qu'on fait bien notre travail. Ben, écoutez, on va partir du principe qu'on sert un petit peu quelque chose quand même. Voilà, ça nous motive aussi. Jared Taylor, je me tourne vers vous pour la même question. Je peux même la raccourcir un peu. Est-ce que la vérité a encore un pouvoir? Je suis tout à fait d'accord à ce que vient de dire Daniel Conversano. On ne peut pas vraiment juger l'effet de nos efforts. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est le fait que le nombre de gens qui sont ouvertement identitaires et qui font l'effort de changer la vie de nos concitoyens, ça augmente tout le temps. Dans mon cas, moi, j'étais banni de Twitter, et maintenant X, pendant 7 ans. Et une fois revenu, enfin, on n'a pas accepté, j'ai violé les termes d'utilisage pour X parce qu'une fois banni, on n'a pas le droit de refaire un compte. Je n'ai pas été invité de revenir. J'ai violé les termes, j'ai établi un compte comme ça, un peu pirate. Mais la différence de l'opinion là-dedans m'a vraiment choqué. Il y a 7 ans, quand j'étais banni, j'étais vraiment, radical. J'étais une voix, presque unique. Enfin, ça, c'est trop dire. Il y avait d'autres qui étaient d'accord avec moi. Mais une fois revenu sur X, au début de cette année-ci, je suis vraiment en modéré et je suis, même, un faible, un mou, selon, les gens qui sont les plus radicales. La conversation à l'intérieur du X a tout à fait changé et en même temps, aux États-Unis, exactement comme en France et je crois que partout en Europe, ce sont des jeunes qui sont vraiment convaincus que leur avenir en tant que peuple, en tant qu'individu, mais aussi en tant que culture, c'est vraiment risqué maintenant. On est confronté d'une crise civilisationnelle
et ils comprennent bien, bien mieux que les gens de mon âge à moi, les boomers. Et je trouve ça extrêmement encourageant. Euh, alors, je crois que en même temps, comme vous dites, Monsieur Vergène, c'est la réalité. Les gens, certainement aux États-Unis, qui sont obligés d'aller à l'école et on trouve que la moitié de la classe ne parle pas l'anglais. euh, et quand il y a des réunions avec les parents, il faut qu'il y ait des interprètes pour faire l'interprétariat et on se sent dépaysé dans son propre pays. Surtout les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Leurs aînés qui ont un peu d'argent, ils peuvent se payer une maison dans un banlieue qui est toujours majoritairement blanc et les non-blancs qui y habitent sont plus ou moins bien élevés et tout va bien. Mais les jeunes qui sont obligés de vivre dans des quartiers un peu malfamés, eux, ils sont face à face tous les jours des effets de changement de la population. Et je crois que c'était vous, Monsieur Vorgien, qui parlait du fait que l'antiracisme, c'est un peu un mot d'ordre, hein, mais qui n'est pas observé du tout, qui n'est pas suivi. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous disiez que c'est peut-être la manière de se permettre de vivre entre blancs. Je crois que c'est le phénomène, c'est extrêmement hypocrite et notamment le président Bill Clinton et sa femme. Ils étaient pendant leur présidence, pendant qu'ils étaient vraiment au pouvoir, ils prenaient toujours les mérites et la force de la diversité. Mais quelle est la ville qu'ils ont choisie pour vivre après? C'était dans l'État de New York. C'est une ville qui avait peut-être 0,5% de Noirs. Et c'est une ville qui s'appelle Chappaqua. C'est vraiment comme on visait à Islande. Mais personne, sauf que les identitaires, ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous dites que la diversité, c'est une très bonne chose, mais vous l'évitez soigneusement dans votre propre vie. Donc, il y a deux phénomènes parallèles. En même temps que les gauchistes disent que la diversité, c'est superbe, et le racisme, c'est le péché, le pire du monde. Eux, ils mènent une vie parce qu'ils ont l'argent, suffisamment d'argent pour se payer une vie entourée des Blancs. Mais ça n'évite pas qu'ils soient toujours d'accord sur les questions d'immigration de masse. Ce sont deux choses qui marchent ensemble. Et à l'intérieur de l'esprit des gens de gauche, il n'y a pas de contradiction. Parce que aux États-Unis, dire qu'on est antiraciste, c'est un signe qu'on est vertueux, on est une bonne personne, on est généreux. Mais on n'est rien obligé de pratiquer, sauf voter démocrate et sauf pour être contre l'expulsion des immigrants clandestins. C'est une doctrine qui n'a aucune obligation de vivre d'une certaine manière. Les seules obligations, c'est de prononcer des mots magiques et voter démocrate. Voilà. Et je crois que ça ne va pas changer chez la majorité de démocrates aux États-Unis. Oui, c'est intéressant comme observation, parce que on pourrait dire à l'inverse que, alors effectivement, chez les démocrates, enfin comme on les appelle aux États-Unis, la parole est surtout quelque chose d'un petit peu magique. En fait, c'est surtout censé créer une sorte d'illusion. Et puis les actes ne sont pas du tout obligés d'être en accord avec les propos. Mais inversement, le rôle du pôle identitaire, ce qu'on appelle l'extrême droite en France, j'ai l'impression que c'est de stimuler le système immunitaire de la gauche, c'est-à-dire de stimuler la gauche elle-même. Alors, je suis un petit peu partagé pour ma part, si je vous livre ma réflexion, parce que j'ai l'impression que d'un côté, le rôle des producteurs d'idées comme vous, des influenceurs, aussi bien Daniel Conversano que vous, Jared Taylor,
c'est de produire une sorte d'effet papillon. C'est-à-dire que vous donnez un exemple dont vous ne pouvez pas mesurer quel est l'impact sur la population. Mais on peut suspecter qu'il y a un effet. Quand on vous voit, qu'on vous aime ou non, il y a des gens forcément qui sont contaminés et qui se disent, mais en fait, j'aime bien sa manière d'être à ce type. J'aime bien la façon dont il mène son combat. Et je pense que par le style, par l'élocution, souvent les gens vous appellent oncle Jared, par la manière d'être, la façon d'être un gentilhomme, la façon de, voilà, enfin, tout ce qui vous caractérise dans votre manière de porter ce combat, je pense que ça, et je parle de vous deux, ça a une influence. Elle est non mesurable et vous n'en serez pas récompensé parce que vous ne saurez jamais à quel point vous avez ou pas influencé les gens. Mais je pense que cette influence existe et ça me fait penser un petit peu, vous savez, cette histoire du battement d'aile d'un papillon qui peut provoquer des tornades à l'autre bout du monde par tout un enchaînement d'effets non mesurables et des effets discrets comme ça. Et en même temps, malgré cette influence positive, si ce qu'on appelle l'extrême droite n'est pas tout simplement en train de stimuler voilà, le système immunitaire de la gauche, qui est une machine à réagir, puisque la gauche, c'est le camp du bien, donc bah, logiquement, la gauche, elle réagit au mal, et le mal, c'est qui? Bah, c'est nous, c'est l'extrême droite. Donc, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de la stimuler, de la nourrir, malgré nous, alors même qu'on a aussi notre part d'influence positive, enfin votre part d'influence positive, parce que vous êtes évidemment beaucoup plus influent que moi. En fait, je suis pas certain de comprendre ta thèse. En fait, l'idée, c'est que tu te demandes. Attends, faut que tu coupes ton micro. Tu te demandes en fait si il faudrait pas cacher finalement le fait que nous sommes racistes. C'est pour être clair. Est-ce que c'est ça ta question? Si c'est ta question, on peut y répondre. Mais c'est ce que je crois comprendre de ta question. C'est-à-dire, est-ce que le fait finalement de s'exposer ne nous expose pas précisément à une vengeance de la gauche, à une vindicte? Voilà, est-ce qu'il faudrait pas faire comme eux, c'est-à-dire en gros vivre entre blancs, mais sans le dire et sans dire qu'on l'a fait exprès. Ça me rappelle d'ailleurs une phrase d'un ami de Jared Taylor qu'il a placé dans le livre Si nous ne faisons rien que j'ai eu le plaisir de publier en français. Et cette phrase dit tout. Elle dit, je paraphrase, hein, mais c'est quelque chose comme qu'un blanc américain soit membre du Ku Klux Klan ou de la pire association gauchiste, dans tous les cas, il préfère un voisinage blanc. Donc, effectivement, les faits sont là. Donc, est-ce que tu peux préciser ta question parce que je suis pas sûr d'avoir compris, Tim. Oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire le fait d'être d'extrême droite et d'incarner ces idées, de les professer, de vouloir influencer les gens avec ça, nourrit la réaction de la gauche, stimule la gauche et renforce paradoxalement ce camp que nous voulons combattre. Donc, d'un côté, par notre existence, nous renforçons la gauche, mais effectivement, c'est un peu paradoxal parce que je ne doute pas non plus que vous avez aussi une influence positive, une influence directe sur les gens, qui est discrète, qui est difficile à mesurer. Mais effectivement, je voulais vous faire la gauche par notre simple notre simple discours plutôt. Je salue Damien Rieu qui... Il est inévitable que la gauche réagit quand on dit des choses qui contrecarrent ce que eux ils veulent que tout le monde croit. C'est inévitable. Et il est sans doute le cas que si la gauche fait connaissance de ce que fait M. Conversano ou moi, par exemple, ils vont réagir, ils vont crier fort. Mais pour moi, la question n'est pas ce qu'ils disent, ce qu'ils crient, ce qu'ils font. Pour moi, la question est combien de personnes sont attirées à notre camp. Voilà ce qui est essentiel. Et je suis persuadé, tout à fait comme M. Conversano, que surtout chez les jeunes, les gens viennent de notre côté en masse, en masse. C'est tout à fait remarquable. Et même en Europe, j'ai mon bannissement du Schengen a terminé il y a quelque temps. Et cette année-ci, je suis allé en Europe 3 fois. Et c'était bien sûr dans des groupes d'identitaires. Mais j'étais très, très, très surpris par le nombre d'Européens qui connaissaient mon nom, qui voulaient se faire photographier avec moi et qui m'ont dit: «Oh, vous m'avez influencé». Mais je me suis dit: «Vraiment les Finlandais? Vraiment les Portugais?
vraiment, les Italiens, je trouve ça tout à fait surprenant. Et ça donne l'impression qu'il y a un certain ce sont des jeunes personnes. Et alors, c'est indéniable que M. Conversano et moi, nous avons un effet. Mais ça, je m'en fiche royalement. Si la gauche crie, si la gauche fait toutes sortes de conneries, par conséquence, pour moi, la seule chose qu'ils peuvent faire pour nuire, c'est vraiment de nous censurer ou bien, à la limite, de nous mettre en tôle. S'ils ne peuvent pas faire ça, alors ils peuvent crier aussi fort qu'ils veulent. Moi ça m'est égal absolument. D'accord. Est-ce que, Daniel, tu souhaites Oui, répondre c'est à pas cette- spécialement répondre, mais rester un peu sur le sujet, parce qu'au fond, on se pose pas mal de questions sur la gauche et ses comportements, et on en revient toujours à cette question finalement, pourquoi les gens de gauche sont de gauche? Et il n'y a pas de réponse absolue et définitive. Mais alors, on a parlé de l'empathie des peuples européens. Voilà, c'est vrai que les Européens forment une civilisation qui est plus empathique que les autres. Donc, quand d'autres peuples traversent des moments difficiles, on a de la compassion. Ça pousse un certain nombre d'entre nous à vouloir les accueillir, etc. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Il y a une particularité des Européens de l'Ouest. Alors là, je parle d'une façon empirique, hein, c'est-à-dire ce n'est pas une doctrine que j'ai lue quelque part, c'est un avis personnel, hein. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que les Européens de l'Ouest, il ne faut pas oublier que les Américains sont essentiellement aussi, hein, des descendants des Européens de l'Ouest, sont drogués à la valorisation morale de leur personne. Voilà. Et malheureusement, être de gauche, avoir, on va dire, des idées humanistes, hein, on va le dire comme ça, euh, pensant à l'autre plutôt qu'à soi, c'est extrêmement valorisé dans les sociétés occidentales. Et tant que, on va dire, ces valeurs morales seront les plus saluées, considérées comme les plus belles, je pense on n'aura pas définitivement gagné la bataille. Voilà. Et moi, je vois une différence parce que j'habite une bonne partie de l'année en Europe de l'Est. En tout cas, pour l'instant, en Europe de l'Est, il n'y a pas ce phénomène. C'est-à-dire, il n'y a pas cette idée que pour être bien vu socialement, pour être bien vu de la population, il faut absolument montrer que on a de la compassion pour les Africains ou pour tous les miséreux de la terre. Et finalement, c'est vrai qu'on a tendance à dire que le gauchisme est l'enfant du confort moderne. Voilà, donc il n'y a plus de guerre, les hommes ne font plus le service militaire, en tout cas en France. Alors, ce sont des éléments qui sont à prendre en compte, mais ça n'explique pas pourquoi le gauchisme est si puissant en Europe de l'Ouest et finalement pourquoi il a si peu en Europe de l'Est, pourquoi il n'arrive pas à s'enraciner. Ou un autre exemple de pays très développés où le gauchisme ne fait pas souche, c'est la Chine et le Japon. Et en fait, j'en viens aussi à là parce que les gens ne le savent pas forcément, mais Jared Taylor a un lien avec le Japon. Si je ne me trompe pas, il est né au Japon, en tout cas, il parle japonais. Et justement, on a vu au Japon qu'il y a une réaction très rapide de la population contre les politiques d'immigration qui ont été mises en place depuis environ 2 ans. Ben, je voulais savoir ce qu'il en pensait justement et dans quelle mesure ça montrait les différences entre vraiment les Occidentaux et la mentalité asiatique peut-être plus rationnelle et plus égoïste. Voilà. Oui, on avait commencé avec l'idée un peu de Noam Chomsky, cette manière de fabriquer l'opinion, fabriquer une monopole d'opinion. Et les théories de Chomsky, c'était que la structure économique du pays, c'est ça qui fabrique l'opinion publique. Et il avait parlé du capitalisme, les classes dirigeantes, etc. C'est eux qui, en fin de compte, fabriquent cette monopole d'opinion. Mais moi, j'ai toujours cru que, enfin, ce que disait Chomsky, c'est pas vraiment exact parce que la structure économique, dans les pays que vous venez d'indiquer, la Chine, enfin la Chine, c'est pas différent. Mais parlons du Japon, de la Corée, du Taïwan. C'est capitaliste, ça va, il y a des différences bien sûr. Mais toutes les forces qu'on trouve aux États-Unis pour fabriquer un certain point de vue, on les trouve, au Japon. Mais les Japonais n'ont pas ce sens de culpabilité. Ils n'ont pas mis les portes grandes ouvertes pour accueillir les tiers-mondistes, les damnés de la terre, si vous voulez. Ils n'ont pas fait ça du tout.
Est-ce que c'est une différence qui vient de la religion? Est-ce que c'est peut-être du chrétianisme par rapport au bouddhisme ou le shintoïsme? Est-ce que ça vient d'une différence de nature entre les Blancs et les Asiatiques? Je crois qu'il y a plusieurs moyens d'aborder le sujet. Mais cet aspect des Européens, des Blancs, et moi parfois, je m'accorde l'honneur de m'appeler un Européen parce que je me considère européen. Je suis un membre de la fraternité mondiale des Européens. Mais quelle est la différence chez nous? Pourquoi sommes-nous si capables, aptes d'être manipulés? Et je crois que si on regarde tous les aspects qui distinguent la civilisation européenne, qui a fait des millénaires, des centaines d'années, des milliers d'années pour évoluer, il y a un respect pour le point de vue de l'autre. La démocratie, par exemple, c'est un système selon lequel tous les électeurs, on peut les limiter, on ne peut pas limiter. Mais eux, ils ont le même pouvoir. La règle de la loi, ça, si moi, je commets un crime, même si je suis le plus fort, en principe, je devrais être puni. Le respect pour les femmes, ça n'existe pratiquement pas dans les pays non européens. Un respect pour l'environnement. L'environnementalisme, c'est quelque chose qui a été inventé par les Blancs. Parce que nous, on considère les intérêts des gens qui ne sont pas encore nés. Et aussi, on considère les intérêts des animaux. Alors, il faut faire un grand effort pour que chaque petite espèce soit protégée. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement européen. Et le point en commun de tout ce genre, de toute cette façon de regarder, d'établir une société, c'est basé sur le respect de l'opinion et des intérêts des autres. Et c'est pas quelque chose qu'on trouve ailleurs. Il est vrai que chez les Japonais, on a instauré une certaine démocratie, liberté de parole, etc. Mais c'est pas quelque chose qui est venu spontanément chez eux. Et leur manière de pratiquer toutes ces conventions européennes, c'est toujours différent. Et voilà, je crois qu'il y a quelque chose, même peut-être dans nos gènes, qui font en sorte que nous fabriquons des sociétés ou des sociétés qui ne sont pas basées sur des clans, ne sont pas basées sur des liens de sang entre les tribus. On est tous des individus et on est formés dans une culture qui reflète, je crois, peut-être un esprit interne de notre race. On est formé dans une culture qui respecte les intérêts et les opinions des autres. Et voilà pourquoi avec ça, nous avons établi des sociétés qui sont très, très agréables pour nous. Mais à cause de ce respect pour les opinions, les intérêts des autres, les Blancs n'ont pas la capacité de dire aux autres non. Mon pays a été établi par mes ancêtres pour moi, pour nous, pas pour vous. Et on ne vous déteste pas du tout, mais il nous faut des pays, il nous faut des terrains juste pour nous. Donc, vous ne pouvez pas entrer chez nous. Ça, c'est quelque chose que les Blancs, l'homme blanc, a vraiment du mal à dire. C'est quelque chose qui est ultimement pourrait être suicidaire chez nous. Mais ça fait partie de cette pathologie qui est, je crois, qui est uniquement quelque chose de chez nous. Oui, c'est vrai que c'est assez effrayant quand on y réfléchit, quand on voit le mélange assez harmonieux chez les Blancs de sensibilité, de puissance, d'intelligence, et qui, en même temps, est capable de se mettre en danger à ce point. Ça fait un petit peu frissonner parce que j'étais sensible à une explication que j'avais vue sur Internet. Alors, elle n'est pas du tout de moi, mais je ne me souviens plus quel est l'internaute qui avait développé ça. Mais il disait en gros que dans l'enfance, on apprenait en gros à fonctionner, chez les Blancs en tout cas, par cercle de sympathie.
En d'autres termes, au début, on ne s'intéresse qu'à soi et à ses parents, et puis après, on découvre qu'il y a la famille, puis les amis des parents, puis nos amis à nous, puis les amis de notre famille élargie, etc. Et donc, on associe le fait d'élargir le cercle de sympathie au bien lui-même. Ce qui, dans notre esprit, entraîne une sorte de mouvement perpétuel où on se dit, dire non, c'est mal. Et de cette façon, on aurait perdu la légitimité ou le droit de dire non. Je pense que c'est comme ça que vous l'avez formulé, Jared Taylor. Et effectivement, arrivé à l'âge adulte, beaucoup de Blancs ont peur de dire non. Toi, tu n'es pas le bienvenu. C'est vrai que c'est assez inquiétant parce qu'il suffit de prolonger un tout petit peu cette perspective avec en plus la démographie euh, pour évidemment s'inquiéter sérieusement sur notre destinée. Alors, si vous voulez bien, je vais passer aux questions du public parce qu'on a déjà quand même bien avancé dans l'émission. Je vais vous poser une question, Jared, qui va peut-être vous faire sourire parce que je crois que vous, lors d'une émission qu'on avait fait en anglais, je me souviens, je crois que vous aviez vous-même évoqué cet aspect. Alors, c'est un abonné du canal Tim Vorgens qui dit, alors il pose sa question en anglais, mais je vais la traduire directement. Alors, bonsoir monsieur Taylor, mais en France, les deux seuls représentants du mouvement identitaire qui prône une remigration au moins partielle sont Éric Zemmour et Sarah Knafo, qui sont tous les deux des juifs non blancs. Alors, on va dire oui, Sarah Knafo est d'origine marocaine, je crois. C'est une juive marocaine. Qu'est-ce que vous pensez que nous devrions faire, nous, en tant qu'Européens blancs? Devons-nous les soutenir, voter pour eux, les ignorer, contester leur légitimité ou une autre solution? Quelle est votre opinion? Je donnerai évidemment la parole après à Daniel, bien sûr. En tant qu'Américain, je ne suis pas bien placé pour donner des conseils aux Français. Mais j'aurais tendance à soutenir Éric Zemmour et Sarah Knafo. Il est tout à fait dommage qu'on ne trouve pas de Français de souche qui ont le courage de dire ce que disent ces deux personnes. Et dans ce cas, dans notre crise, et c'est vraiment une crise qui pourrait mener à l'extinction de notre peuple, il nous faut des amis. Et plus nous serons nombreux, plus nous aurons du pouvoir de changer notre destin. Et c'est encore, je dis d'une manière très simple, j'ai bien l'impression que ce que dit Éric Zemmour, un personnage que j'ai rencontré une fois, à vrai dire, j'ai bien l'impression qu'il est sincère. Il aime ce qui est la France. Il aime la culture française. Il est vraiment submergé dans la culture française. Et je crois que si c'est lui qui est la seule personnage à cette époque qui est haut placé pour dire les choses qui doivent être dites, alors je crois que moi, je le soutiendrai. Oui, je vais dans le sens de Jared Taylor. Et, voilà, je vais dans le sens de Jared Taylor, surtout que moi je soutiens clairement Reconquête politiquement parce que je suis également convaincu de l'authenticité du combat d'Éric Zemmour. Je crois vraiment pas qu'il triche. C'est quelqu'un qui aime sincèrement la France. Et puis en fait, tout simplement, il faut être raisonnable. Je pense qu'un des problèmes de notre camp politique, en tout cas en France, c'est qu'on a souvent un combat ou deux de retard. C'est-à-dire que, voilà, on va dire, les Juifs ne sont pas comme nous, ils ne sont pas européens, ils n'ont pas la même vision des choses. Ce qui nous opposait à eux il y a 100 ans nous oppose toujours à eux aujourd'hui, etc. En fait, c'est des discussions théoriques qu'on peut avoir, mais d'un autre côté, on peut mettre ça dans la balance. Tout simplement, les Juifs subissent aussi le grand emplacement en Europe. En fait, les Juifs sont présents, notamment les Juifs ashkénazes, mais les Juifs en général sont présents en Europe depuis des siècles. Et en fait, ce que nous ne supportons pas, peu à peu, les Juifs ne le supportent pas non plus. Voilà, on peut tout à fait penser que des Juifs qui habitent en France depuis plusieurs générations ne veulent pas que la France s'africanise. Je ne vois pas en quoi ce serait quelque chose d'extraordinairement improbable. Alors après, c'est vrai qu'il y a un côté,
je comprends ta question, Timothée, il y a la question de représentation. En tant qu'identitaire européen, oui, je préférerais que ma ligne soit défendue par un Européen de sang. Bon, il se trouve que en France, de nos jours, on a plus de radicalité du côté de Reconquête que du Rassemblement national. Mais je dirais, pour moi, c'est un accident de l'histoire et il n'est pas du tout exclu que dans quelques années, un autre parti à la droite de Reconquête finisse par se créer. Voilà pour répondre à cette question. Je voulais simplement revenir sur la question précédente, mais très rapidement. Je sais parce qu'on a les questions du public. Quant à la spécificité de l'ouverture des Européens de l'Ouest. Alors là, il y a un élément que j'aimerais apporter, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui nous est tout à fait particulier, mais qui fait aussi notre force. Attention, c'est ce qui fait que les Européens de l'Ouest ont probablement créé les plus belles œuvres d'art de l'histoire de l'humanité. En fait, on est curieux. Voilà, il y a une grande curiosité chez nous. En fait, même les racistes sont en partie xénophiles. C'est-à-dire, moi, par exemple, sur le plan artistique, je suis assez xénophile, dans le sens où je n'ai aucun problème à aimer des œuvres culturelles et surtout à vouloir me plonger dans des univers culturels qui ne sont pas les miens, voire qui ne sont pas européens. Et je pense que beaucoup n'arrivent pas à faire la distinction dans leur cerveau entre cette curiosité, cette ouverture qui est une qualité humaine, et le fait que on est des animaux politiques et on est des Européens avant tout et on ne doit pas laisser nos frontières ouvertes aux quatre vents. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que je crois bien que c'est une particularité des Occidentaux. Donc je dis bien les Européens de l'Ouest. Je mets à nouveau cet argument de poids dans la balance. Je vis en Europe de l'Est depuis plusieurs années. Je peux vous assurer que nous sommes plus curieux. Voilà. Et ça, c'est à la fois notre force et notre faiblesse. Voilà, je tenais à le dire. Très bien, merci pour ces précisions. Alors, je vais passer à la question suivante. Je vais en poser juste une petite dernière parce qu'il y a beaucoup de questions en fait qui ont été partiellement auxquelles Jared Taylor a partiellement répondu, mais je vais vous poser cette question, Jared, et puis je vais la modifier un tout petit peu pour toi, Daniel, parce qu'elle est intéressante aussi. Donc, Jared Taylor, bonjour Monsieur Taylor, pouvez-vous nous parler de votre prise de conscience raciale et c'est surtout, est-elle liée à votre jeunesse en Asie, du moins le fait que vous soyez né au Japon? Est-ce que c'est ça qui a déclenché la prise de conscience raciale ou alors quel poids ça a eu dans votre prise de conscience raciale? J'imagine qu'on vous la pose souvent, mais je ne me souviens pas vous avoir entendu y répondre pour le public français. À vrai dire, je crois que ma jeunesse n'a pas d'influence du tout sur ma prise de conscience raciale. Euh, Presque tout le monde suppose que ça a dû avoir été une influence très profonde parce que j'étais élevé dans la campagne, j'étais le seul, enfin mon frère et moi, on était les seuls blancs à l'école, dans la société. Mais à l'époque, je n'avais pas vraiment une conscience raciale. J'étais tout à fait conscient du fait que moi, je n'étais pas japonais. Mais je m'entendais bien avec mes petits copains. Euh, je les visitais chez eux. Eux, ils sont venus dans ma maison. C'était vraiment plus tard. Euh, tout le monde suppose que le fait d'avoir vécu une société homogène et le fait que j'ai pu voir tous les avantages d'une homogénéité, ça a dû m'influencer. Mais je crois que ce n'est pas du tout le cas. Et je vous raconte peut-être une histoire. J'avais 19 ans et j'avais arrêté mes études universitaires pour voyager un peu en Europe et ensuite en Afrique occidentale. Et j'ai passé un moment agréable en Côte d'Ivoire. C'était pendant les années 1980 à 90. Le Côte d'Ivoire marchait très bien parce que c'était sous la tutelle c'était le ministère le ministère de coopération, je crois, on appelait ça. Ça marchait vraiment très bien. Et je suis arrivé après en Libéria. Le Libéria, c'était tout à fait le contraire. Les routes n'étaient pas goudronnées. S'ils étaient goudronnés, il y avait des trous énormes. Et tout le monde portait des lambeaux, tandis qu'en Côte d'Ivoire, si on n'avait qu'un seul tenue correcte, on le portait fièrement. Les maisons, c'était vraiment en train de
détruire. C'était vraiment la catastrophe du Libéria. Et je suis allé à Monrovia, la capitale. Je suis allé à l'université. J'étais de l'âge universitaire. C'était un peu mon pratique. C'est ce que j'ai fait qu'en Afrique du Nord. Aller dans la capitale, aller à l'université, rencontrer des jeunes gens comme moi. Et j'ai posé la question à un étudiant libérien. Et je lui ai dit, écoutez, c'est peut-être une question un peu vexante, mais pourquoi votre pays marche si misérablement par rapport à la Côte d'Ivoire? Il me dit, la réponse est très simple. Nous n'avons pas eu l'avantage d'être colonisés par les Blancs. Alors, à ce moment-là, j'étais vraiment choqué parce que j'étais un bon petit gauchiste. J'ai cru que la colonisation, c'était de l'exploitation pure. Et l'idée que ça a pu être vraiment une bonne chose, un bon départ pour un pays du tiers-monde, ça ne m'est pas venu à l'esprit du tout. C'était vraiment contraire de tout ce que j'avais appris quand j'étais à l'université. Donc, non, le Japon, ça n'a pas été la base de ma prise de conscience raciale. Ça, c'était bien plus tard. Il faut dire, et je l'avoue avec une certaine hésitation, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai résisté de relâcher toutes mes illusions gauchistes parce que, et ça, c'est peut-être quelque chose qui est aussi important pour comprendre ce que font la gauche. Quand on est gauchiste, on peut se persuader que les opposants ne sont pas, et c'est pas le problème, ce qu'ils ont peur, c'est qu'ils sont vraiment méchants. Et les gens qui sont mauvais, mal. Et on est le bon contre le mal quand on est à la gauche. Et bien sûr, il y a certaines gens de notre côté qui considèrent que nos opposants aussi sont des bons, qui sont des motifs, des motivations vraiment de méchanceté, de haine de nos nations, de notre race. Mais je crois que ça fait partie la mentalité. On est supérieur moralement. Et ça fait partie de certaines observations de M. Conversano d'abord. Être antiraciste, c'est une manière de se valoriser moralement. C'est quelque chose de très, très, très fort à la gauche. Et abandonner ça, c'est quelque chose qui est pénible. C'était, à vrai dire, j'avoue ça avec une certaine honte, mais pour moi, c'était une difficulté d'abandonner cette idée d'être moralement supérieur à mes opposants politiques. Mais ça, c'était peut-être une réponse un peu trop longue, mais ce n'a pas été le Japon qui m'a persuadé que je suis un homme blanc. Oui. Ouais, je vous remercie beaucoup. C'était surprenant comme réponse. Je m'attendais pas du tout à ça. Je ne savais pas que votre conscience identitaire s'était forgée laborieusement, pour ainsi dire. J'aurais cru que c'était de manière soudaine, voire même presque innée, vu la façon dont vous le portez. Je suis surpris, mais en tout cas, je vous remercie. C'était très intéressant d'entendre ça. Je me tourne vers toi, Daniel, pour te poser la question, mais différemment. Alors moi, je me souviens d'une vidéo qui m'avait marqué, que tu as fait il y a longtemps, qui était Daniel Conversano vous ouvre son cœur. Et je crois que c'est la première vidéo dans laquelle tu dis, alors je vais vous le répéter, le problème, il est racial. Et tu l'as dit 3 fois dans la vidéo. Alors j'imagine que tu te souviens de cette vidéo, je crois qu'elle était tournée en Hongrie de mémoire, mais je suis pas tout à fait certain. Est-ce que ta prise de conscience raciale forte, définitive, était déjà ancrée de longue date avant cette vidéo? Et si oui, quand est-ce qu'elle a surgi? Est-ce que tu te souviens s'il y a quelque chose en particulier qui l'a fait émerger? Oui, alors moi j'ai eu une facilité. Voilà, qu'est-ce qui a fait que je suis tombé comme Obélix très vite dans la marmite? C'est que, pour le dire simplement, mon père était raciste. Voilà. Donc quand on a un père raciste, soit on prend le parti de le détester et de lutter contre ses idées jusqu'à la mort, soit en fait on est d'accord avec lui et finalement après justement on est armé C'est un contre. point commun qu'on a d'ailleurs. Je me permets de te couper, mais ça m'amuse parce que c'est un point commun. Oui, non, mais ça aide beaucoup. C'est vrai que ça aide dans le sens où on ne se rend pas compte à quel point beaucoup de choses qu'on fait dans la vie sont liées à nos parents, c'est-à-dire soit une volonté de les défier quand on ne les aime pas, soit les rendre fiers. Et moi, par exemple, dès que j'ai pris la parole en soutenant, on va le dire comme ça, la race blanche,
je savais que mon père, au fond, était d'accord avec moi. Et le fait d'avoir cet accord, ça a facilité quand même mes prises de position. Ça, c'est le premier point. Ensuite, moi, ma première petite prise de conscience, assez curieusement, en fait, elle a une base qui est esthétique et artistique. C'est-à-dire que, moi, je suis très cinéphile, j'aime également, je suis amateur je suis un littéraire, quoi, donc j'aime beaucoup lire. Et à travers mes lectures, et simplement en constatant quels étaient les films, les œuvres d'art les plus émouvantes, j'ai assez vite compris, je dirais au début de la vingtaine, qu'il y avait un raffinement c'est vraiment le mot, hein, il n'y en a pas d'autre, c'est le mot qui convient. Il y a un raffinement dans la culture européenne qu'on retrouve moins, voire qu'on ne retrouve pas dans d'autres productions artistiques qui peuvent avoir leur intérêt. Hein. Voilà, les Asiatiques peuvent faire des choses très belles, mais il n'y a pas le même niveau à la fois de profondeur et de délicatesse. Et donc, comme je suis plutôt quelqu'un, voilà, qui on va dire, fréquentait les milieux artistiques et qui se voyait une vie d'artiste, en fait, je me suis dit, il faut préserver ça. Et quand on a cet esprit-là en tête, eh bien, en fait, on est déjà identitaire, en fait. Sans se le déclarer à soi-même, on est déjà identitaire en réalité et on veut protéger l'Europe. Et pour finir de te répondre, oui, ma découverte des pays d'Europe de l'Est a été une révélation parce que je me suis rendu compte que tout ce dont j'avais l'intuition était encore plus vrai que ce que je croyais. Et quelle était cette intuition? C'était que quand on était dans des villes en France, dans des endroits ou dans des groupes on va dire, par exemple à une fête euh, où il n'y avait pas de nom blanc, eh bien on se sentait en sécurité et plus encore on se sentait heureux. Et je me souviens de cette vidéo dont tu parles, j'étais un petit peu éméché, j'étais un petit peu ivre ce soir-là, et je l'ai particulièrement réalisé, c'était un soir de 2016 en Hongrie. Et je me disais, en fait, les gens n'ont même pas conscience ici à quel point au quotidien ils sont heureux. Alors, ils ont leurs problèmes, on va dire, de pays qui sont moins développés que la France ou l'Angleterre. Ils ont des problèmes économiques qu'ils ont d'ailleurs de moins en moins, soit dit en passant. Mais ils n'ont même pas conscience à quel point ils jouissent d'une innocence et d'un bonheur dont on a été complètement privé, tout simplement parce que quand on est un jeune en France, eh bien, à chaque fois qu'on sort la nuit, on a peur de se faire agresser par des non-blancs. Il n'y a juste aucune autre façon de le dire. Voilà. Et puis alors peut-être pour terminer, par rapport à ce qu'a dit Jared Taylor, pareil, un peu comme toi, j'ai été étonné. Je pensais que sa naissance au Japon avait été à la base un peu de sa structuration identitaire. Mais il faut le dire à notre public que la figure de Jared Taylor est l'occasion d'un des mèmes. Alors je ne sais pas si le mot est le même en anglais, mais un mème, c'est une image humoristique, une des plus drôles d'Internet. En fait, où on voit une photo de Jared Taylor et un commentaire, en général partagé par des identitaires blancs, qui disent « Cet homme est né au Japon, il est japonais ». Et en fait, cette image, je l'aime beaucoup parce que bizarrement, quand on prend l'exemple asiatique, ça nous saute aux yeux à quel point considérer que quelqu'un euh, euh, est de telle ou telle race simplement parce qu'il est né quelque part, ça n'a absolument aucun sens. Et c'est particulièrement drôle quand on voit cette image de Jared Taylor, voilà, cette image d'homme blanc qui a la soixantaine comme ça, qui est européen jusqu'au bout des ongles, de dire il est né, je ne sais pas, à Tokyo ou Osaka, il est japonais. Voilà, donc mine de rien, ces petites images humoristiques finalement arrivent à convaincre pas mal de gens par le bon sens. Voilà. Oui, c'est vrai. Je suis tombé dessus encore récemment et effectivement, je suppose que vous la connaissez. J'arrête cette image. J'imagine qu'elle vous a fait rire également. Oui, je trouve très amusant. Chez les sudistes, moi aux États-Unis, on dit on peut très bien planter une patate dans le plate-bande des carottes, mais il reste toujours une patate. Bon, écoutez, je trouve que comme mot de la fin, c'est plutôt bien. Alors, je force pas à la conclusion, mais est-ce que Daniel, tu souhaites conclure? Je vais redonner la parole à la fin à Jared Taylor pour terminer cette belle émission. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de questions, donc je vais évidemment vous libérer maintenant. Est-ce que toi, Daniel, tu veux apporter quelques mots de conclusion? Non, je pense que tu as même gâché la fin en ne laissant pas finir Jared par patate. Voilà, c'était le mot de la fin, il était parfait. Non, mais bien sûr, j'ai passé un très bon moment avec toi et Jared Taylor. Et surtout, on remercie le public de nous avoir écoutés. Voilà, c'était un plaisir. On refait ça quand vous voulez, en fonction des disponibilités de chacun.
Voilà, ben merci beaucoup. Jared Taylor, je vais vous laisser le mot de conclusion. Avant ça, évidemment, je vous remercie. Comme à chaque fois, c'est un vrai plaisir de vous entendre parler français. Beaucoup de gens dans les commentaires vous félicitent pour votre excellent français. Donc, euh, je pense que vos craintes d'être mal compris sont pas fondées. On a vraiment compris de façon lumineuse votre pensée. Et voilà, donc pour conclure cet excellent moment passé en votre compagnie à vous deux, Jared Taylor, est-ce que vous avez quelques mots, je ne sais pas, pour les Européens ou les Blancs en général, euh, des mots d'encouragement, des mots pour la victoire et pour un futur meilleur? Vraiment. Les derniers, peut-être 1 ou 2 ans, pour moi, sont la période la plus encourageante de ma longue période de 35 ans de militantisme. Je suis plus optimiste que jamais. Et c'est parce que je vois très, très nettement les gens qui viennent de nos côtés par des milliers. Il y a de l'évidence partout. Et chaque fois quand je suis en Europe, je suis énormément encouragé par la jeunesse et l'enthousiasme et par l'intelligence et pour le, la profondeur de la croyance des jeunes gens, des jeunes identitaires. C'est quelque chose qui me rend très heureux et qui me donne l'impression que ma vie n'a pas été gaspillée en vain. Et voilà, ma sentiment vraiment profond et sincère et ça me donne beaucoup d'optimisme pour l'avenir. Mais, vraiment ma dernière parole, c'est de vous remercier pour cette possibilité, cet honneur d'échanger des idées avec quelqu'un que j'ai beaucoup respecté depuis longtemps, Daniel Conversano. C'était vraiment un plaisir et un honneur. Mais écoutez, c'est un honneur également pour moi de vous avoir reçu, Jared. On vous souhaite le meilleur, une bonne continuation et puis le plus d'influence possible pour, euh, voilà, pour que les Blancs puissent écouter votre voix. Je vous remercie à nouveau d'avoir été présent. Je remercie tous les gens qui nous ont écoutés ce soir et qui étaient là fidèles au poste. Dimanche prochain, bien sûr, on va se retrouver à 19h sur X pour un nouvel épisode du Grand Regain Blanc. Jared Taylor, Daniel Conversano, je vous remercie beaucoup. Je vois que... Ah oui, Daniel a eu un petit problème de batterie. Donc voilà, il s'excuse de ne pas pouvoir nous faire le dernier au revoir. Mais voilà, je vous remercie tous. Jared Taylor, merci à vous. Et on se retrouve dimanche prochain sur le Grand Regain Blanc. Portez-vous bien tous. Salut à vous, chers amis. Bonne soirée à tous.